Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci pour tout l'appui à tous ceux et celles qui se sont abonnés sur YouTube. Un grand merci à vous. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais allez sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Évidemment, vous allez nous trouver sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes audio. On est partout et on apprécie énormément votre appui. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien, ça va bien. L'automne s'installe de plus en plus, mais dans l'actualité, c'est toujours aussi chaud. On a eu une grosse semaine. Hein? Ben oui. On n'aurait pas pu faire un épisode aujourd'hui sans parler des élections aux États-Unis, des élections vraiment anticipées. Puis, tu sais, les gens qui avaient vraiment... Il y avait un engouement là, de voir ce qui allait se passer. Mais en même temps, on ne peut pas parler de politique américaine si spécifiquement parce que toi et moi, évidemment, on suit la politique, on la connaît, mais c'est comme un niveau macro, tu sais. On voulait vraiment aller chercher la meilleure personne pour aller rentrer dans les fins détails pour qu'on puisse parler et analyser tout ce qu'on a vu mardi dernier. Là, tu es en train de mettre de la pression sur notre invité. Si peu. Non, mais effectivement, on n'a pas nécessairement l'expertise de la politique américaine, n'étant pas américain d'une part et n'ayant pas nécessairement été impliqué en politique américaine. Mais effectivement, on essaye quand même d'aller chercher des personnes qui en savent bien plus que nous pour rendre la chose intéressante à nos auditeurs. Et aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Julien Toureille, qui est analyste et spécialiste de la politique américaine à la chaire Raoul Dandurand et qui est également chroniqueur à Radio-Canada pour les affaires américaines. Julien Toureille, bonjour. Bonjour Salim, bonjour Georges. Merci beaucoup d'être là. Comme on vient de dire, on voulait vraiment parler de la politique américaine. On peut pas s'en passer là, de ce qui s'est passé, une grande élection aux États-Unis. On entend évidemment tous les médias, il y a plein d'affaires qui se disent, évidemment, c'est des opinions un peu partagées. On parle d'une population qui est pas mal polarisée ces jours-ci, pas juste aux États-Unis, mais au Canada aussi. Donc, on attend de toutes les sortes, de tous les bords. Donc, on a voulu vraiment aller avec quelqu'un comme vous qui connaissez vraiment la politique aux États-Unis, que vous êtes évidemment expert dans cette politique-là, pour qu'on puisse parler et discuter de ce qui est arrivé mardi dernier. Oui, alors peut-être qu'on va commencer avec une question brise-glace, comme on dit. Ouais. On a, pendant un bon bout, on s'est dit... l'élection américaine était pliée d'avance parce que le président le président Biden était encore là, que les gens ne savaient pas trop, les sondages n'étaient pas nécessairement très favorables. Puis tout d'un coup de théâtre en plein été, il y a eu son retrait. Bon, on ne reviendra pas sur les raisons, etc. On a déjà parlé de ça dans un précédent épisode avec Guillaume Lavoie, que vous connaissez. Kamala Harris est arrivée. On dirait qu'il y a eu une espèce de sursaut d'orgueil chez les démocrates. Et on dirait qu'il y a eu... on a recommencé à y croire. Il y avait un nouvel espoir, un nouvel élan. Puis les gens y ont vraiment cru. Puis même que la veille des élections, il y avait des gens qui disaient « Ah, ça va être tellement serré. » On imagine déjà les républicains, le mouvement MAGA, Trump et sa gang, comme on dit, contester à peu près dans tous les États. Puis ça va durer des semaines. Finalement, c'est rien de tout ça qui s'est passé. C'est une victoire nette. Claire et sans bavure. Exactement. Comment est-ce que vous expliquez ça? C'est vrai qu'on a eu une campagne électorale, une saison électorale, même plusieurs saisons électorales, voire plusieurs années électorales assez remarquables. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu en l'espace de peut-être 4-5 mois, 2 cycles électoraux aux États-Unis. Donc, ça m'a fait vieillir 2 fois plus rapidement en l'espace de quelques mois. Je leur en veux un petit peu. À cet égard-là, ça sera ma principale critique que je formulerai parce que ça a été tellement dense. Mais à observer, à analyser, à essayer de comprendre, ça a été évidemment palpitant. Et les leçons, ce qu'on va essayer les enseignements qu'on va tirer, on va le faire pendant probablement des mois, pour pas dire des années. Mais pour revenir à ce que vous évoquiez là, ce changement qu'il semblait y avoir eu dans l'état d'esprit des démocrates, c'est un élément très important parce qu'il souligne quand même
que, contrairement à l'issue de cette élection pour Mme Harris et le camp démocrate, en dépit de la défaite, on ne peut pas dire rétrospectivement qu'elle ait mené une mauvaise campagne. Il faut se souvenir d'où viennent les démocrates, notamment à la suite de ce fameux débat fin juin, au cours duquel Joe Biden concrétise des craintes qui existaient dans le camp démocrate depuis des semaines, pour pas dire depuis des années, mais qui étaient exprimées mezzo voce. On n'osait pas trop le dire publiquement. Il y avait quelques fuites dans les médias. Évidemment, cette contre-performance, elle a fait ressortir ces craintes sur la place publique qui ont forcé, au final, Joe Biden à se retirer. Parce que l'une des craintes qu'on avait à ce moment-là chez les démocrates, c'était, Joe Biden n'est peut-être pas capable de mener une campagne inspirante. On craignait que les électeurs démocrates se démobilisent et n'aille pas voter lors de l'élection du 5 novembre. On avait peur qu'il ne soit pas capable de mener à son terme un second mandat présidentiel. Il aurait commencé son second, s'il avait été élu, à 82 ans pour le finir à 86. Et donc, il y avait cette crainte. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce qu'on court à la catastrophe. Les sondages semblent dire, comme vous l'évoquiez, que la course est pliée d'avance. Je rappellerai simplement que même si ça n'allait pas très bien pour Joe Biden, les sondages étaient encore dans la marge d'erreur. Donald Trump n'avait pas une avance complètement extraordinaire. Toujours est-il qu'on arrive à ce moment remarquable, fin juillet, où Biden abandonne et cède la place à Kamala Harris, et elle suscite un vrai enthousiasme. Juste peut-être 2 éléments pour l'illustrer et le concrétiser, cet enthousiasme. Elle parvient à faire sortir les électeurs démocrates, à créer chez les électeurs démocrates un nouvel enthousiasme tel qu'on l'a vu notamment dans cette convention démocrate à Chicago qui a été très bien organisée. On l'a vu quand même dans les meetings de campagne où elle a eu du monde et des gens enthousiastes, Mme Harris, et on l'a vu aussi de façon très significative dans le financement dont elle a bénéficié. On pourra peut-être en reparler. L'argent et la campagne électorale, l'argent ne fait pas le bonheur. Elle a quand même obtenu un peu plus d'$1 milliard. Alors ça montre quand même qu'il y avait chez les démocrates, on était emballés. Ça n'a pas nécessairement permis de l'emporter parce que de l'autre côté, on était probablement aussi très emballés. Et dernier point que je soulignerai, cet enthousiasme pendant la campagne, il ne s'est pas traduit dans les urnes parce qu'à l'heure où on se parle, le dépouillement de tous les votes, notamment en Californie, n'est pas terminé. Mais Mme Harris, elle a obtenu une dizaine, à l'heure actuelle c'est un peu plus, ça va être plus, 12 millions de voix de moins que Joe Biden en 2020. Et donc, cette démobilisation des gens qui avaient voté pour Biden en 2020 et qui n'ont pas voté pour Mme Harris aujourd'hui, elle explique, à mon sens, en très bonne partie ou en grande partie, pourquoi elle n'a pas réussi à remporter la Maison-Blanche. C'est très, très intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser, et puis j'en parlais avec George un peu plus tôt ce matin, en 2016, lorsque Donald Trump s'est fait élire pour la première fois, les gens, tant aux États-Unis que les observateurs internationaux, avaient l'impression que c'était un peu une erreur de parcours. Et en 2020, peut-être pas les chercheurs et spécialistes, mais en tout cas, je veux dire, le grand public, disons. En 2020, avec sa défaite contre Joe Biden, cette impression s'est peut-être un peu cristallisée chez certains, en se disant que ça ne pouvait pas se reproduire, mais que l'état du Parti républicain et de la manière dont il a été phagocyté par le MAGA faisait en sorte que, fondamentalement, Trump allait redevenir candidat. Mais là, en 2024, avec des résultats qu'on connaît, donc le vote populaire, ce qu'il n'avait pas eu la première fois contre Hillary Clinton, bien sûr, le nombre de grands électeurs, c'est une évidence, puisqu'il a été élu. Les États clés qui ont voté pour lui, et le fameux Blue Wall que les gens attendaient chez les démocrates, finalement, c'est plus un Red Wall qu'un Blue Wall. Puis la Chambre des représentants, le Sénat probablement,
Ouais, alors la Chambre, c'est pas encore fait. C'est l'inverse, alors. Le Sénat, Oui, c'est sûr. c'est Le ça. Sénat, mais c'était assez attendu. La Chambre, on verra, mais c'est vrai qu'ils ont de bonnes chances, les Républicains. C'est ça, en tout cas, ils ont de bonnes chances. Et puis, si je fais un peu plus de prolongement, on peut même imaginer que la Cour suprême va être MAGA, elle aussi, dans le prochain 4 ans. Elle peut l'être encore plus. Exactement, elle pourra l'être encore plus. Effectivement, il a déjà commencé le travail. Puis c'est des nominations à vie, rappelons-le. Donc ça veut dire que de notre vivant, il se pourrait qu'on ne connaisse pas une autre Cour suprême américaine que aux couleurs de Donald Trump. J'espère qu'on va vivre un peu longtemps. J'espère aussi. On n'est pas si vieux. Non, effectivement. Non. Alors maintenant, mais tout ça pour dire, l'idée ici, puis c'est pour ça que je les énumère, c'est aussi pour nos auditeurs, c'est de se dire que là, on est vraiment dans une situation où c'est une nette victoire. Donc, c'est une victoire clairement démocratique, malgré le fait que Donald Trump n'inspire pas nécessairement l'esprit de la démocratie dans ses façons de fonctionner et de la pousser dans ses derniers retranchements. Alors, ça veut dire que les Américains voulaient de Donald Trump. Et en toute connaissance de cause. C'est ça qui est assez extraordinaire. Vous l'évoquez, en 2016, il pouvait y avoir une surprise quand même chez beaucoup de gens. Et les analystes, la plupart quand même, ont été très surpris, stupéfaits. Parce que, voilà, il y avait le sentiment en 2016 qu'il ne répondait pas au code politique, qu'il avait mené une campagne assez désastreuse, qu'il n'avait pas un appareil pour mobiliser l'électorat et le faire sortir. On évoquait qu'il avait beaucoup moins d'argent que la campagne d'Hillary Clinton, que certains indicateurs économiques étaient plus favorables. À ce que la candidate démocrate l'emporte. Et bon, les sondages, jusqu'à la toute fin de la campagne, semblaient en 2016 indiquer qu'il ne pouvait pas gagner. Donc, évidemment, il y avait eu un choc, un peu de la stupéfaction, de la stupeur au soir de sa victoire, qui avait été aussi en 2016 assez rapide. On n'avait pas attendu des jours et des semaines, il n'y avait pas eu de contestation. En 2024, on connaît le personnage. On sait qu'il a une chance sur 2 de l'emporter à partir du moment où il remporte la nomination du Parti républicain de façon incontestée, avec une facilité qui était peut-être déconcertante. Et ce qui est peut-être aussi déconcertant, c'est de penser à toutes les casseroles qui traînent. Ces ennuis judiciaires, des condamnations civiles, une condamnation aux criminels, une image quand même au sein de la population américaine qui n'est pas très positive. Il n'a pas une majorité d'Américains qui le voient de façon favorable, mais il l'emporte, vous l'avez dit, de façon claire et nette. Il y a quelques semaines, lorsqu'on se préparait pour l'élection, on se préparait beaucoup pour l'après, dans l'hypothèse où ça aurait été serré et où il y aurait des contestations de part et d'autre, des tentatives de faire invalider des votes, de contester, d'appeler à la fraude. Moi, je me souviens, j'avais préparé des graphiques, des données, des tableaux sur dans quel état, notamment les états clés, à partir de quel seuil on recompte obligatoirement, qui peut recompter, qui peut demander le recomptage. Certains craignaient même qu'il y ait de la violence, de l'instabilité politique. Au moins, c'est la bonne nouvelle. Il gagne, il n'y a pas eu de violence. Et ça, cette victoire, on pourra y revenir, mais elle démontre, pour commencer, peut-être deux idées. La première, c'est qu'en dépit de toutes ces casseroles, en dépit du caractère toxique du personnage, il y a de certains de ses propos qui montrent qu'il n'a pas le plus grand respect pour l'esprit des institutions démocratiques, pas simplement pour la lettre, les gens ont voté massivement pour lui. Ou à peu près à même niveau qu'en 2020. Au suffrage populaire, je pense qu'on est à peu près à égalité, peut-être un poil un peu moins en ce moment, mais bon, on va dire qu'il a eu autant de voix. Il n'a pas progressé par rapport en 2020. Il a beaucoup progressé par rapport à 2016, grosso modo 10 millions, mais il n'a pas augmenté le nombre d'appuis. Donc, en dépit de ça, il est élu. Le deuxième enseignement, et qui explique pourquoi, à mon sens, il a été élu, c'est à quel point l'électorat républicain est discipliné et fidèle. Ça, c'est assez remarquable, surtout si on le met en lumière à l'électorat démocrate. Il y a manifestement beaucoup de républicains
qui ne se font pas d'illusions sur le personnage. Je ne pense pas qu'ils soient là-dedans. Ils ne sont pas tous dans l'adulation là, complètement surprenante ou quasiment sectaire, certains diraient. Ils disent, écoutez, on est républicain, on connaît le personnage, mais nous, on a des valeurs conservatrices et c'est notre champion, on va voter pour lui. Et ça, ce n'est pas spécifique à Donald Trump. Les républicains votent républicains, même s'ils n'aiment pas nécessairement leur candidat, et ça c'est remarquable. C'est quand même surprenant, excusez, c'est quand même surprenant de voir justement ce que vous venez d'expliquer. Parce qu'il y avait toute une mobilisation, toute une stratégie d'aller chercher du nouveau vote. Du côté des démocrates, on a vu tout un effort de Liz Cheney, par exemple. Les publicités, on parle de beaucoup d'argent qui était investi sur des publicités. Votez pas comme votre mari. Donc, il y avait un focus sur les femmes républicaines. Évidemment, il y a eu toute la saga avec Puerto Rico. Puis là, il y a eu toute une publicité du côté démocrate d'aller chercher le vote latino. Mais quand on regarde les résultats, finalement, ça n'a pas abouti à grand-chose, là, ces publicités-là. Les latinos, ils les ont perdus. Le vote noir, ils l'ont perdu. Le vote des femmes, ils l'ont perdu. Donc, finalement, est-ce que c'est une loyauté ou auprès du Parti républicain, comme vous dites, ou est-ce que c'est juste une déconnexion du Parti démocrate? Parce que, de toute évidence, on voit qu'ils ont eu moins de votes. Ouais, alors il y a beaucoup d'éléments. D'ailleurs, j'ai devant moi quelques notes parce qu'il y a tellement de chiffres qui sortent. Là, je les oublierai de mémoire. Et puis, bon, on est dans une séquence. Là, je ne sais plus trop quel jour on est. Enfin, voilà, depuis le mardi de l'élection. Pour essayer de répondre à tous les éléments. Les démocrates et Kamala Harris avaient beaucoup misé sur la mobilisation des femmes, notamment de ce qu'on imaginait être les femmes républicaines, mal à l'aise face au personnage de Donald Trump pour X ou Y raison. Liz Cheney, qui faisait campagne aux côtés de Kamala Harris, incarnait cette idée-là. Manifestement, ce plan ou cet espoir d'aller chercher des femmes républicaines mal à l'aise avec Donald Trump, c'est pas concrétisé. Sur le même sujet ou connexe, la question de l'avortement. Les démocrates, la campagne démocrate pensait, comme on l'avait vu en 2022 et dans des élections partielles en 2023, que l'avortement allait faire sortir le vote féminin en faveur de la candidate démocrate. Et ça s'est manifestement pas concrétisé parce que cette année à l'élection, il y avait des référendums sur l'avortement dans 10 États. Ces référendums sont passés dans 8 de ces 10 États. Il n'est pas passé en Floride parce que le seuil, c'est 60% et non pas 50%, et le résultat final doit être aux alentours de 57,1%. Pas passé au Dakota du Sud, c'est le seul. Mais dans les autres cas, c'est passé, notamment dans 2 États clés que sont l'Arizona et le Nevada. Ces mesures de protection de l'avortement, elles ont eu, dans ces 2 cas-là, quelque chose comme 56-57 points. Hein? C'est 10% de plus que Mme Harris. Donc, il y a eu finalement ce split ticket voting. D'accord? Ce fait que les électeurs, sur une décision, ou sur un sujet, ils votent d'une façon et sur l'autre, ils votent de l'autre façon. Là, on a vu, on a voté pour protéger l'avortement dans ces États-là, de façon assez nette, mais on a aussi pas du tout voté, ou beaucoup moins voté, pour Kamala Harris. Donc, cette stratégie, elle n'a pas fonctionné. Troisième et dernier point, par rapport à tous les points que vous avez soulevés, si je ne l'oublie pas. Juste pour finir sur ça. Donc, la stratégie ou l'espoir de miser sur la surmobilisation des femmes, ça a échoué. Ça a même échoué de façon tellement remarquable que, en fait, l'écart entre les hommes et les femmes cette année en défaveur de Donald Trump, il est 2 fois moindre qu'il ne l'était en 2016. D'accord ? Il avait un déficit là par rapport aux femmes en 2016, Donald Trump, de moins 15 points. Cette année, a priori, il est à moins 8. C'est de moitié à peu près. Voilà, donc il n'y a pas eu cette surmobilisation, on en avait beaucoup parlé notamment dans la fin de la campagne. L'autre point sur les différentes communautés ethno-culturelles aux États-Unis qui ont moins voté pour le Parti démocrate, c'est vrai qu'à l'habitude,
les Afro-Américains, on n'a pas été autant dans l'effritement de leur appui aux démocrates qu'on aurait pu le craindre il y a quelques semaines. Peut-être un peu chez les hommes afro-américains, plus que chez les femmes. C'est toujours moins que ce que Biden a eu. Hein. Je pense qu'on était en moyenne à 86, alors que Biden, je pense, était à 88%. Et... oui, 92. 92%? Oui, 92 d'appui. Et Harris, 86. Ah oui, mais c'est quand même une... Oui, rendu là pour cet électorat-là, c'est quand même important pour les démocrates. Oui. Il y a un effritement qui est embêtant, mais il n'y a pas eu la dégringolade qu'on aurait pu imaginer, certainement. Et en tout cas, l'effritement de l'appui aux démocrates chez les Afro-Américains, il est moins fort que dans d'autres communautés, notamment chez les Latinos. On en a beaucoup parlé chez les Latinos, où Trump a fait des gains assez significatifs. Et là aussi, je regarde du coin de l'œil mes petites notes. On est passé par exemple, de 2020 à 2024 de déficit de Trump, hein, parce qu'il est quand même derrière Kamala Harris chez les Latinos. En 2020, on était à moins 21%. Là, il est à peine à moins 6%. Ouais. D'accord? Donc, il a grugé de ce vote-là, qui a été très important au Nevada, en Arizona, au Texas, et en fait partout aux États-Unis où il y a des populations latino, ce vote en faveur des candidats républicains a beaucoup progressé. Et une autre communauté aussi qui a vu son appui au Parti républicain considérablement augmenter, ce sont les Asiatiques américains. Là aussi, on pourrait dire c'est un peu surprenant parce qu'elle a quand même des racines un peu asiatiques, Madame Harris du sous-continent indien. Et là, pour les Asiatiques, on est passé de 2020 à 2024, et je m'excuse pour donner peut-être un peu trop de chiffres, mais non, c'est très bien. Pour illustrer, de moins 44 points pour Donald Trump à moins 15. C'est là que c'est auprès de cette communauté que le fossé c'est le plus réduit. Puis d'ailleurs, pas juste parce que Mme Harris a aussi quelques origines asiatiques, mais aussi, rappelons-le, pendant la pandémie, et puis pas juste pendant la pandémie, surtout pendant la pandémie, Donald Trump avait eu des mots très durs sur l'Asie, avec un peu de, de stigmatisation des communautés asiatiques. Il parlait du virus chinois et j'en passe, sans oublier bien sûr tout l'aspect aussi économique vis-à-vis de la Chine, etc., qui faisait en sorte que beaucoup d'Asiatiques, qui n'étaient pas nécessairement chinois d'ailleurs, mais qui sont parfois d'appartenance asiatique, avaient connu des périodes un peu difficiles là, de racisme et de discrimination à cet égard. Alors, justement, au niveau social, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? On pourra parler d'économie et des géopolitiques par la suite, mais au niveau social, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec l'élection de Donald Trump? Déjà, on constate au niveau social que les valeurs conservatrices, elles séduisent. Manifestement, aux États-Unis, il y a un livre qui avait été écrit par deux journalistes de The Economist il y a une vingtaine d'années. Je ne sais plus si c'est avant ou après la réélection de George W. Bush en 2004, qui était intitulé « The Right Nation ». Alors, il y a un jeu de mots, évidemment, j'imagine, mais la thèse des auteurs était de dire que la société américaine, par rapport à d'autres pays occidentaux, elle est structurellement un petit peu plus à droite, elle est un petit peu plus conservatrice. Et Donald Trump, par rapport à ça, il s'inscrit dans une continuité du parti républicain. Il n'est pas une anomalie, il n'est pas quelque chose qui colle pas là, dans le portrait. Par contre, ce qu'il a réussi à faire, c'est à convaincre les différentes, notamment, communautés ethnoculturelles, que le parti républicain leur parle. Et ça, c'était un objectif de ce parti, notamment quand ils ont fait le post-mortem de la défaite de 2012. Donc la défaite de Mitt Romney face à Barack Obama. Ils se disaient, mais comment on fait pour aller gruger de l'électorat chez ces communautés qui représentent un poids démographique de plus en plus important, puisqu'on sait qu'à l'horizon 2050, les États-Unis seront un pays de pluralité ethnique où les Blancs seront en dessous des 50%. Ils disaient, on ne peut pas rester sur notre vivier uniquement de Blancs. A priori, on se dit, quand on écoute le discours de Donald Trump, et notamment ses attaques racistes, à caractère raciste, et il les multiplie de façon assez nette, ça colle pas. Enfin, il y a un truc qui fonctionne pas. Probablement qu'on va pouvoir l'étudier. On pourrait rentrer dans la psychologie des électeurs, mais
il incarne quand même quelque chose qui plaît. Et cet aspect idéologique, là, les démocrates l'ont peut-être oublié en voyant le vote des communautés ethnoculturelles, déjà en les percevant comme homogènes et en se disant, nous, comme on défend la diversité, ces électeurs-là, au final, on les a pris pour acquis. Oui. Sauf que chez ces électeurs-là, il y a des valeurs de droite sur notamment peut-être l'avortement, la conception de la famille, toute la place du débat sur les LGBTQ+, qui les mettent peut-être mal à l'aise, ou sur ces idées-là, on est plus favorable à des conceptions traditionnalistes. D'accord ? Et ces gens-là, et ça explique pourquoi ces différentes communautés, aujourd'hui, elles ont été plus en partie, à mon sens, vers le parti républicain de façon assez remarquable. Et un volet religieux aussi. Un volet religieux. Un très bon exemple, on parle beaucoup de la communauté arabe américaine dans la région de Détroit, en se disant que peut-être l'enjeu qui a fait qu'ils se sont fâchés après l'administration Biden, c'est le conflit israélo-palestinien. C'est vrai qu'ils sont fâchés à cause de ça, mais on ne peut pas en déduire qu'ils ont voté pour Trump en s'imaginant que Trump va régler le conflit israélo-palestinien, parce qu'autrement, là, il y a une dissonance cognitive qui est assez remarquable. C'est ça. L'accent qui a été mis auprès de ces communautés par l'équipe Trump, c'est pas de dire « moi, je vais régler le conflit israélo-palestinien en faveur des Palestiniens », c'est pas du tout ça. C'est de miser sur les valeurs conservatrices. Et d'ailleurs, les leaders de ces communautés-là, au Michigan, ils ont dit « nous, on appuie Donald Trump parce qu'on a la même conception conservatrice de la famille ». Voilà. Et donc, ça fonctionne, ces idées-là. Après, il y a d'autres éléments aussi qui expliquent la victoire. Moi, je veux amener un peu la conversation sur une autre chose que, tu sais, des affaires que moi j'ai constatées, des remarques, ce que j'ai retenu de l'élection, parce que on part loin de ce modèle politique traditionnel aux États-Unis où il y avait une base quand même évidente de contenu. On voyait des candidats d'un bord de l'autre se concentrer vraiment sur qu'est-ce que je vais faire, ma politique, le contenu. On est loin de ça. Le seul moment durant cette campagne où moi j'ai remarqué du contenu, c'était durant le débat des vice-présidents qui était exceptionnel, je trouve. Mais à part ça, on est vraiment dans le populisme. On voit Kamala Harris qui amène des superstars sur ses rassemblements, comme si c'est eux autres qui vont rassembler le vote des Taylor Swift, des Beyoncé, etc., puis j'en passe. Et on tombe vraiment dans le populisme. Puis moi, immédiatement, si je mets de côté les résultats, puis pourquoi, puis qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais ou de correct, et peut-être que c'est une opinion un peu biaisée, puis j'ai fait un post sur Facebook là-dessus, il faut accorder quelque chose cette fois-ci, puis c'est peut-être la première fois, c'est pour moi quelque chose de remarquable, l'importance qu'ont joué les médias numériques, pas les médias traditionnels. Ils ont misé tellement d'efforts sur, par exemple, des podcasts, et du côté démocrate et du côté des républicains. On les a vus, par exemple, Call Her Daddy, Flagrant, Theo Vaughn, évidemment, il y a eu Joe Rogan. Donc, tu sais, des affaires de même qui attirent beaucoup d'attention. Et moi, je me demandais, est-ce qu'il y a un shift? Est-ce qu'on a depuis très longtemps évité d'accorder une crédibilité à ces médias-là et que maintenant, l'attention est tellement là-bas que ça va changer tout le game politique. Et c'est sûr que sur ces plateformes-là, c'est pas des plateformes académiques, là. Tu sais, c'est des blagues, c'est des jokes, c'est du langage régulier là, que parle tout le monde, là, tu sais. Et je pense que ça jouait un très grand rôle d'abaisser cette image d'un élu peut-être aristocrate, intellectuel, concentré sur « voici ce que je vais faire » à une personne comme tout le monde qui peut dire des mots un peu mauvais et de parler comme tout le monde. Oui, beaucoup de matière à réflexion ici. Les podcasts, c'est assez fascinant dans le paysage médiatique aux États-Unis parce qu'ils
il y a peut-être plus longtemps qu'ailleurs, hein, et que même ici au Canada et au Québec, qui sont présents et qu'ils ont une audience assez significative. Hein. Joe Rogan, c'est le contrat le plus important sur Spotify, c'est quelque chose quoi, 250 millions de dollars. Quelque chose comme ça. Caller Daddy aussi, c'est quand même beaucoup. Il se rapproche de nous, hein. Et quand je vois le studio, je me dis que oui, vous n'allez pas être loin qu'il fasse attention, Joe Rogan. Donc, c'est une plateforme médiatique qui prend de plus en plus d'ampleur, mais qui est dans le paysage aux États-Unis au moins depuis 10-15 ans. Ouais. Voilà, et on a bâti une audience. Ce qui est intéressant cette année, on avait beaucoup parlé, je me souviens, en 2008, de Barack Obama, la maîtrise de Facebook, peut-être plus à ce moment-là. En 2016, on a beaucoup parlé de Trump et sa maîtrise de Twitter. Peut-être que 2024, c'est l'élection des podcasts, des balados au niveau des médias. Mais c'est une nouvelle plateforme que les candidats vont devoir prendre de plus en plus au sérieux. Ils l'ont fait, les deux camps l'ont fait de façon très très habile. Là, il n'y a pas eu un qui a été moins bon que l'autre, enfin je ne crois pas en tout cas, parce que les audiences sont importantes. Votre clientèle électorale, elle se retrouve là. Et comme vous l'avez dit, vous pouvez peut-être connecter avec la population ou avec vos électeurs. Et c'est quand même l'objectif d'une campagne électorale. Exact. C'est pas tant de convaincre sur des politiques publiques. Moi, je n'ai pas mené de campagne en tant que stratège, mais je n'ai pas l'impression qu'on gagne des campagnes électorales sur la qualité du plan de politique publique. Parce que si on regarde à cet égard-là, par exemple, pour lutter contre l'inflation et les inégalités sociales, le plan de Mme Harris est beaucoup plus concret et peut-être plus efficace que le plan de Donald Trump. Si moi je me fie aux analyses d'économistes qui disent que si Trump met en place par exemple ces tarifs, il ne va pas diminuer l'inflation, il va la faire augmenter alors que l'inflation c'était la question de l'urne. Voilà. Donc Trump il n'a pas gagné parce qu'il a un programme politique qui serait plus efficace pour régler les problèmes très concrets des Américains ou ce que les Américains perçoivent comme étant leurs problèmes très concrets. C'est parce qu'il a réussi à incarner quelque chose. Voilà. Mais la raison un peu que peut-être que c'est ressorti, que j'ai remarqué, c'est que, et je me pose la question, et c'est une question évidemment qui se pose, est-ce qu'il y a un manque de confiance envers les médias traditionnels? Et c'est sûr que, on ne va pas se le cacher, les médias aux États-Unis sont aussi polarisés que la population, puis ils jouent le bord qui représente. Si on regarde Fox News et CNN, c'est deux émissions complètement différentes. C'est une couverture complètement différente. Donc, est-ce que les Américains sont tannés des médias et cherchent d'autres moyens d'aller chercher leurs informations ou aller suivre les élus? Et c'est moi la question principale parce que nous, évidemment, comme anciens stratèges, notre réflexe, c'est qu'est-ce que ce journaliste ou l'autre vont dire, c'est quoi l'analyse qu'ils vont dire, et finalement, les gens s'en foutent. Les gens veulent voir Donald Trump sacré sur Joe Rogan ou Kamala Harris parler de je sais pas trop quoi sur Caller Daddy. C'est comme, il y a une déconnexion quelque part. C'est comme, on n'a vraiment pas l'habitude de voir des élus de ce niveau-là se, entre guillemets, rabaisser pour aller sur des podcasts, alors que, nous, c'est sûr que c'est une opinion biaisée. On pense que les podcasts, c'est les meilleures plateformes. Donc, c'est comme un monde un peu compliqué là, dans lequel on rentre. Oui, c'est très intéressant. C'est vrai qu'il y a une crise de confiance aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis, évidemment, à l'endroit des médias. Je voyais l'un des derniers baromètres en termes de confiance envers les institutions de Gallup, je pense. Les médias sont moins populaires aux États-Unis que le Congrès. Le Congrès, c'est d'habitude l'institution parmi les plus impopulaires. Les médias sont encore plus impopulaires que le Congrès. Donc, ça montre qu'il y a un souci. Quelle est la cause profonde de ce souci-là ? Pourquoi, grosso modo, la population n'a peut-être pas confiance dans ces médias traditionnels? C'est peut-être pas tant à cause du biais partisan, parce qu'on sait aux États-Unis qu'il y a un biais partisan. Si vous regardez Fox News, vous savez que vous ne regardez pas MSNBC, que vous ne regardez pas CNN. De toute façon, personne ne regarde les chaînes d'infos en continu. Regardez l'audience même de Fox News, qui est la plus regardée. S'ils sont à 5 millions, c'est extraordinaire. CNN, moi, il y a une donnée qui m'avait fasciné au printemps dernier, lorsqu'ils étaient très heureux d'avoir eu ce fameux débat présidentiel, chez la catégorie
des consommateurs, j'allais dire, la plus payante en termes de publicité, là, les 34-54 ans, c'est 100 000 téléspectateurs en prime time CNN. C'est quand même fou, là. Joe Rogan, voilà. Mais pourquoi les gens ne regardent pas notamment ces grandes chaînes d'infos? Je pense que c'est la façon dont ces chaînes d'infos, et là il y a un contraste assez intéressant avec les podcasts, font l'info. En fait, on ne fait pas de l'info sur les chaînes d'infos. On fait du spectacle pour X ou Y raison. Et je critique pas le travail de journaliste qui est fait ici, parce que ça relève de l'économie des médias. Et c'est un business. Et aux États-Unis, c'est des entreprises privées qui doivent gagner de l'argent. Donc c'est peut-être plus facile de créer de la clip, du sensationnalisme, d'attiser le truc, que de passer 1 heure à expliquer, par exemple, c'est quoi l'inflation. Et je pense qu'en fait, les citoyens sont de plus en plus intéressés par des podcasts, ou même par des articles long format dans les journaux, parce que, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les gens sont demandeurs d'explications, et je crois qu'il y a un attrait, et peut-être que je prêche pour ma paroisse ici, mais je fais le parallèle, des fois on aime le slow TV, et je pense qu'on aimerait le slow news, alors qu'on prenne du temps pour discuter, comme vous le faites, là, passer 1 heure à expliquer un sujet, les gens vont chercher ces plateformes-là, ils ne l'ont pas sur les chaînes d'infos en continu, ils ne l'ont pas évidemment sur les réseaux sociaux, et le podcast offre ça. Donc c'est une plateforme probablement à explorer. Et une idée aussi que les médias traditionnels devraient garder à l'esprit. Je veux juste, avant qu'on passe un peu plus dans l'analyse sur les conséquences de cette élection-là, juste parler un peu des sondages, parce qu'on a mentionné ça tantôt. On a au moins, nous, au Québec, on a beaucoup suivi les sondages, même si, politiquement parlant, on disait, bon, non, on regarde pas les sondages. La réalité, c'est qu'on les regarde. Puis, de mon expérience, habituellement, les sondeurs ici sont pas vraiment dans le champ. Ils sont souvent dans la marge d'erreur. C'est sûr qu'ils sont jamais comme right on, comme on dit, mais quand on regarde ce qu'ils sondaient et les résultats finaux, on peut dire quand même qu'il n'était pas si loin que ça. Aux États-Unis, j'ai de la misère à comprendre ça. Comment on nous disait que ça va être serré, oh my God, on n'aura pas de résultats peut-être même jusqu'en mi-décembre. Puis c'est complètement l'inverse. Puis j'ai de la misère à comprendre où est l'erreur. Est-ce que les sondages se font de façon différente qu'ici? Et je ne dis pas qu'ici ils sont parfaits non plus, mais en général, quand on regarde la moyenne, ils ne se trompent pas de façon si mauvaise. Aux États-Unis, c'est fou de voir une quasi-totalité qui sondait versus une victoire vraiment fascinante de Donald Trump. Ouais. Je pense pas qu'ils aient été si mauvais, les sondages, cette année aux États-Unis, parce qu'ils dessinaient depuis des mois une course, oui, qui avait l'air serrée, mais qui était en même temps dans la marge d'erreur. Et c'est ce qu'on a vu au final, dans le sens où il y avait 3 scénarios. Il y avait le scénario d'une élection très serrée, contestée, on ne connaîtrait pas les résultats avant des semaines, peut-être même des mois. Et les 2 autres scénarios, c'était si le résultat dans les urnes bascule dans l'un ou l'autre des sens de la marge d'erreur, en fait, il n'y aurait pas d'élection serrée. Que ce soit en faveur de Mme Harris ou en faveur de Donald Trump, c'est tombé du côté de Donald Trump, mais c'est peut-être pas comme, encore une fois, dans mettons, septembre 2016, où là, on avait le sentiment qu'il allait gagner, ou même en 2020, où la marge de victoire, où la marge anticipée de la victoire de Biden dans les sondages s'est avérée beaucoup trop grande par rapport à ce qu'a été la réalité. C'est quand même très serré. Et peut-être 3 exemples dans ces fameux états clés, l'ancien Blue Wall. Donald Trump, il remporte la Pennsylvanie par 1%. Il remporte le Michigan par 1,5%. Il remporte le Wisconsin par 0,9%. Donc, les sondages, finalement, dans ces États-là, ils mettaient peut-être Mme Harris au Michigan et au Wisconsin un peu en avance. Marge d'erreur. Mais de 1%, 2%. Donc, la marge d'erreur est tombée de l'autre côté. Okay. En Pennsylvanie, on les mettait à égalité. Il fait plus 1. Donc,
ils se sont pas trompés. Le truc, c'est que c'est très difficile à lire. Je pense qu'il y a ce qui a été mal anticipé, c'est probablement cette la mobilisation insuffisante de l'électorat démocrate. Il y en a un sondage qui peut-être avoir posé problème ou avoir créé une illusion, c'est ce fameux sondage publié dans Des Moines Register le samedi avant l'élection là, en Iowa, qui mettait Kamala Harris 3 points devant. C'est une sondeur très réputée en plus, d'habitude elle est vraiment très bien. Et là, il gagne l'Iowa, Trump par plus de 13 points de pourcentage. Il augmente par rapport à 2020 de 5 points de pourcentage. Donc là, le sondage, il se de 16 points. Complètement dans le champ. Voilà. Mais alors, c'est très intéressant parce que vous étiez en train de dire, évidemment, ce qui a manqué en termes de mobilisation au Parti démocrate, ça nous emmène sur un terrain un petit peu plus politique, un petit peu moins analytique au sens sociologique du terme. Les démocrates, depuis Barack Obama, qu'on a l'impression qu'ils se cherchent. Même avec une Hillary Clinton qui était quand même très populaire dans ce parti-là, la famille Clinton, etc. Là. Et on a l'impression que même s'ils se cherchent, ils ne rebâtissent pas. Ils se cherchent des messies. Donc c'est une recherche messianique, si on peut dire ça comme ça. Il n'y en avait pas en 2020, mais Biden était là, il était expérimenté, il était là depuis longtemps. Il a été VP d'Obama. Bon, il a gagné sa course à l'investiture. Il est devenu... Kamala Harris aurait jamais gagné une investiture. Elle s'est retrouvée sur le ticket et on peut dire elle aurait pu être présidente. Elle ne l'est pas, mais elle aurait pu. Les démocrates, quelque chose qu'ils n'ont pas compris. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, qui fait en sorte que Trump n'était pas attendu nécessairement en 2016 à gagner de par le système électoral. En 2020, il rafle tout. Qu'est-ce que les démocrates n'ont pas compris? Il y a le titre d'une lettre d'info matinale du New York Times il y a quelques semaines qui donne une piste assez intéressante pour répondre à votre question. Le titre de cette lettre d'info, c'était Class Trump's Race. La classe sociale ou la classe socio-économique prime sur la race, sur les questions raciales. Et j'élargirais, en fait, la classe prévaut sur l'identité définie au sens large. Que ce soit l'identité de genre, l'identité en termes d'orientation sexuelle, l'identité ethnoculturelle et peut-être même l'identité religieuse. Le problème, je pense, fondamental des démocrates, c'est d'avoir, et peut-être d'autres partis progressistes d'ailleurs ailleurs dans le monde, c'est de penser que vous pouvez gagner des élections en faisant des additions de différentes communautés. Alors, quel que soit le critère que vous utilisez pour définir la communauté selon n'importe quelle identité. Je pense que les démocrates, ils sont dans cette logique-là, alors que normalement des partis de gauche qui veulent lutter peut-être contre les inégalités sociales devraient miser sur les classes, sur les riches et les pauvres. Et ce qui est assez paradoxal, c'est paradoxal lorsqu'on regarde notamment le programme que les républicains veulent mettre en place, c'est que Donald Trump a réussi à faire croire aux électeurs que le Parti républicain est celui qui lutte contre les inégalités sociales. Ce qui est assez... là, c'est une tour de force remarquable. Et les républicains, voilà, ils en sont tout à fait redevables. Mais parce que de l'autre côté, on l'a complètement oublié. Et Joe Biden avait séduit en 2020, il avait remporté la primaire démocrate, il avait eu 81 millions de voix, il avait gagné de façon assez nette, parce qu'il incarnait ce vieux parti démocrate, j'allais dire comme un marxiste, vous allez me dire, vous avez enseigné à l'UQAM, vous enseignez à l'UQAM, la lutte des classes. Oui, et je pense que les démocrates doivent revenir à ça. C'est très difficile parce qu'ils sont devenus... oui, le parti d'une certaine élite. Et je pense que Barack Obama, il incarne le problème des démocrates. En fait. En 2004, quand il émerge sur la scène nationale en 2004, quand il est élu en 2008 et en 2012, c'est la quintessence de cette idée, voilà, un peu de l'élite libérale
l'identité prime, on va faire une superbe coalition de tout le monde et on va être porté au pouvoir et on restera au pouvoir. On en a oublié des questions fondamentales, le pouvoir d'achat, le sentiment que le rêve américain reste accessible, l'accès à la propriété. Et Madame Harris, et c'est pour ça, je pense que si elle a perdu, il ne faut pas être trop sévère non plus en disant c'est de sa faute, elle a fait une mauvaise campagne, elle n'était pas charismatique. Je pense qu'elle était consciente de ça. Elle avait encore une fois des idées assez précises. Elle les a peut-être mal vendues, ces idées-là. Mais elle était consciente qu'il fallait combler ce déficit-là. Sauf que, voilà, vous avez encore des gens au sein du Parti démocrate qui représentent, ou on imaginait représentent, une force de mobilisation remarquable, mais qui n'opère pas. Et je pense en particulier, encore une fois, à Barack Obama. Barack Obama, lui aussi, perd 2 élections contre Donald Trump au final. Ce n'est pas que 2 femmes démocrates qui perdent des élections contre Donald Trump. C'est Barack Obama qui est très mobilisé dans ces 2 élections, qui les perd aussi parce que, peut-être même au sein de la communauté afro-américaine, on ne veut pas le voir comme celui qui donne des consignes de vote et tout ça. Barack Obama, il incarne l'élite. Ouais. Alors, je vais faire un petit... Avec Barack Obama. Je vais faire un petit saut un peu dans la géopolitique et la politique internationale parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est passionnant, on pourrait parler de ça pendant des heures. Et je vais faire un parallèle d'ailleurs avec ce dont on vient d'aborder. On dit que quelque part, les démocrates, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, qu'ils n'ont pas décodé, qui fait en sorte que Donald Trump est depuis 8 ans, même s'il n'a pas été président dans les 4 dernières années, mais quand même depuis 8 ans dans le paysage politique, et va l'être par la force des choses pour les 4 prochaines, voire plus s'il fait, s'il crée une espèce de, de dynastie avec les J.D. Vance, etc. Sur la scène internationale, j'ai comme l'impression que les alliés occidentaux des États-Unis aussi n'ont pas décodé quelque chose chez les Américains qui fait en sorte que les Américains se sentent moins des alliés du reste du monde occidental qu'ils ne l'ont été post-guerre mondiale, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis un peu gendarmes du monde. À chaque fois qu'il y avait un problème quelque part, les Américains étaient là, y compris sur le territoire européen, les boucliers antimissiles. Là, même là, en ce moment, avec l'Ukraine, la Russie, on s'attend à une participation active des États-Unis, alors que c'est loin de chez eux. Puis j'en passe, ailleurs, au Moyen-Orient, en Afrique parfois, en Asie beaucoup, en Amérique latine, n'en parlons même pas. Mais des démocraties occidentales qui finalement ont surutilisé d'une certaine manière le poids et l'influence américaine sur la scène internationale, au point où les Américains aujourd'hui se disent bon, là, c'est assez. On va faire une politique internationale qui est propre à nous. Et on a eu la chance d'avoir l'ancien premier ministre Jean Charest sur ce podcast-là, qui nous a parlé du fait que les théoriciens un peu autour de Donald Trump, comme les Steve Bannon, puis il y en a d'autres évidemment que je ne connais pas, mais que vous devez sans doute connaître, qui disaient « Le monde est une arène et il n'existe pas quelque chose qui s'appelle communauté internationale. » Ce qui veut dire que finalement, des alliés, etc. Aujourd'hui, Poutine, ça peut être l'ennemi de l'Europe occidentale. Qu'importe. Moi, je vais travailler avec lui, puis j'aiderai pas les Ukrainiens à le battre, etc., etc. Bon, bref, j'ai fait une longue introduction là-dessus, mais je vous vois sourire. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à nous dire là-dessus. On pourrait repartir pour plusieurs heures. Peut-être pour commencer, je rappellerai quand même que cette idée que les États-Unis ont un rôle spécifique à jouer sur la scène internationale de gendarmes, de grands architectes, de concepteurs et de défenseurs de l'ordre international libéral depuis 1945, encore plus depuis la fin de la guerre froide, c'est au cœur de leur politique étrangère depuis 1945, à l'exception peut-être de la vision qu'a du monde Donald Trump, et ça leur a quand même bénéficié. D'accord ? La prospérité,
le commerce international, la paix dans le monde. Alors évidemment, il y a des conflits dans le monde, hein, je ne veux pas dire ça, mais l'absence de guerre entre grandes puissances comme on l'a connu au XXe siècle, ça a profité aux États-Unis. Donald Trump, il pense que les Américains se sont fait avoir là-dessus, mais objectivement, on doit être en désaccord avec lui là-dessus. Par contre, là où il y a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que, comme vous l'évoquiez, les alliés des États-Unis en particulier sont peut-être un peu trop appuyés sur le parapluie de sécurité qu'offrent les Américains. Se sont en fait dit, bon, on a le grand frère, qui est une grande puissance militaire, qui viendra nous aider, et on ne va pas faire l'effort nous-mêmes de développer notre propre politique étrangère, de développer notre appareil de défense. Le Canada, on est plutôt bien placé pour recevoir cette critique. C'est ça. Les Allemands en Europe sont plutôt bien placés pour recevoir la critique. Et ça, Trump, il l'exprime de façon caricaturale, mais pas unique. Je tiens à rappeler quand même qu'au moins depuis Eisenhower, depuis quasiment les débuts de l'OTAN, presque tous les présidents américains ont, à un moment ou à un autre, reproché aux alliés au sein de l'OTAN de ne pas suffisamment investir dans la défense. Alors, il l'exprimait de façon plus courtoise que Donald Trump. Barack Obama le faisait, et ça n'a pas empêché les Européens de l'aduler. Bon, donc là, on sent, il faut d'ailleurs que chez ses alliés, on ait une prise de conscience que les Américains ne veulent plus être considérés comme le grand frère qui assure toutes les responsabilités. Il faut que les alliés montrent qu'ils peuvent partager le fardeau de la sécurité. Et à cet égard-là, tout n'est pas perdu avec Trump, même sur la question ukrainienne. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et j'imagine qu'à Kiev, on doit être inquiet. Mais je dirais deux choses. Zelensky, je pense qu'il a compris, il s'est préparé, il a bien observé la politique américaine. Il va essayer d'amadouer, de séduire Trump. Et je pense que Trump, vous pouvez le séduire comme ça, en lui faisant comprendre que vous ne voulez pas être celui qui perd l'Ukraine. Vous ne voulez pas passer pour le loser. Et ça peut avoir un effet important. La deuxième clé sur l'Ukraine, vous l'évoquiez un peu, c'est les Européens. C'est vrai que c'est les Européens qui, en termes d'intérêt, de menaces à leur sécurité, sont les premiers concernés par ce qui se passe en Ukraine. Ils ne peuvent pas tout faire tout seuls. Mais il faut qu'il montre à cette future administration Trump que regardez, on prend le taureau par les cornes, on va être en première ligne, on a besoin de vous en appui. Le leadership from behind américain, on pourrait le réactiver. D'ailleurs, c'était une idée de Barack Obama pour aller là-dedans. Dernier élément, lorsqu'on pense aussi à la façon dont les Américains voient leur rôle de gendarme dans le monde. On ne veut plus assumer la charge tout seul. Et l'autre élément, c'est qu'il y a une fatigue chez la population américaine de cet interventionnisme tous azimuts. C'est pour ça que la critique qu'il a formulée dans des termes assez abjects à l'endroit de Liz Cheney, Donald Trump avait quelque chose d'intéressant, j'allais dire même quelque chose de vrai, pour dénoncer l'appareil de sécurité nationale, cette élite qui fait la politique étrangère aux États-Unis, qui est très interventionniste, voire très militariste. Alors, on ne veut plus, dans la population américaine, faire des aventures pour aller changer des régimes en Irak, en Afghanistan, sans que ça fonctionne, et avec un coût qui n'est pas énorme pour les États-Unis en termes de budget, en termes de vie humaine. Oui, un soldat américain qui meurt, c'est tragique, mais si vous comparez au nombre de soldats américains qui sont morts au Vietnam, ce qui est mort en Afghanistan et en Irak, c'est rien. Bon. Mais on a le sentiment, quand on investit beaucoup, que ça ne fonctionne pas, et en plus, on ne nous est pas reconnaissant pour ça. Et donc, on veut se replier, défendre nos intérêts. Est-ce que ça veut dire on reviendrait vers un isolationnisme qui consisterait à dire c'est une arène dangereuse, il y a le monde, il y a des puissants, il y a des faibles et on va laisser la nature jouer, ce qui ressemblerait peut-être à ce qui se passait au début des années 30. Je ne suis pas totalement convaincu, mais on va prioriser l'Amérique d'abord. Je veux qu'on parle un peu de ce repli dont vous parlez. Et c'est normal pour un leader, surtout de calibre d'un Donald Trump, de dire « Moi, c'est les intérêts américains qui m'intéressent et possiblement à cause de ça qu'il a reçu tout cet appui. » Mais ne reste que les États-Unis sont quand même un partenaire privilégié
de plein d'autres pays et continents partout au monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ce repli-là? Surtout pour nous au Canada, où il semble avoir une panique. Et moi, à date, je la comprends pas, la panique, parce que, bon, M. Trump, il a déjà gouverné pendant 4 ans. C'était pas tragique. C'était pas le Nadi que les médias ont décrit. C'était pas l'horrible personnage. Il n'y a rien de, entre guillemets, mauvais qui est arrivé. Donc, moi, je comprenais pas tous ces descriptifs-là. Maintenant, tu le connais. Il était pas celui que tu décris. Donc, pourquoi que tout à coup, maintenant, il changerait? Ça, je l'ai pas compris. Je le comprends toujours pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer que je le vois pas venir. Mais en tout cas, en termes de relations, les États-Unis et spécifiquement Canada, est-ce qu'on panique un peu trop pour rien ou est-ce qu'on a raison de paniquer? Alors, je vous dirais que je pense au niveau de l'appareil gouvernemental, que ce soit à Québec ou à Ottawa, cette fois on a anticipé, contrairement à 2016. Ouais. On a l'expérience, on a développé des mécanismes pour contrebalancer Donald Trump. Ce qui est de bien, c'est que les États-Unis, c'est un système fédéral et qu'il y a des contre-pouvoirs, oui, à Washington, mais il y en a aussi avec les États, et les États sont des partenaires, en particulier du Canada et du Québec, pour expliquer que l'intérêt américain, ça ne peut pas être défini comme simplement l'intérêt de ce qui touche les États-Unis sur leur territoire. Et que pour défendre cet intérêt, il faut faire une forteresse, tout fermer, arrêter par exemple les échanges économiques et commerciaux. Donc pour le Canada et le Québec, dont la prospérité quand même économique repose sur l'accès au marché américain en très grande partie, c'est quoi, 75% des exportations vont vers les États-Unis. Il n'y a pas lieu nécessairement d'être inquiet parce qu'on a des partenaires qui vont faire comprendre à Trump, les États, les chambres de commerce, les grandes entreprises, qu'on ne peut pas tout fermer. Il faut le convaincre, par contre, ça c'est un travail peut-être de pédagogie, de conviction, que voilà, on est tous dans le même bateau. On n'est pas là pour voler des emplois aux Américains. On est là pour créer une forme d'Amérique du Nord hyper compétitive, notamment face à la menace chinoise, par exemple. On peut lui parler comme ça à Trump. Et pour le convaincre, il faut aussi lui dire qu'en matière militaire, on va investir au Canada de façon sérieuse, crédible, et pas à l'horizon 2050. Voilà. Mais ça implique des choix politiques très, très difficiles. Donc, du point de vue canadien. Mais voilà, il y a des moyens d'atténuer cette inquiétude. Ce qui est embêtant quand même avec Trump, c'est son caractère imprévisible. Voilà. Et on n'aime pas l'imprévisibilité en relations internationales, comme en économie, comme dans la vie en général, j'imagine, pour beaucoup de monde. Et c'est ça qui rend un petit peu nerveux, parce que on l'a vu lorsqu'il était à la présidence de 2017 à 2021, c'est pas tant son extrémisme qui inquiète, peut-être, enfin voilà, c'est peut-être un autre sujet, mais c'est son côté girouette. On ne sait pas où il va aller. Et il est dur à négocier. Voilà, alors, on l'a bien fait. Oui, non, effectivement. Effectivement, on l'a bien fait. Je ne sais pas si c'est notre dernière question, parce que je crois qu'on est bientôt à la fin, mais justement, je veux approfondir encore un petit peu plus la question de George, que j'ai trouvé très intéressante, parce que oui, on l'a bien fait de gérer Donald Trump dans un premier mandat. Et encore, j'ai envie de dire, on a géré la moitié d'un mandat, parce qu'il y a eu la pandémie qui a fait en sorte que voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont ralenties en termes de relations bilatérales à ce moment-là. On a su mettre notre pied à terre à un moment donné en montant aussi nos tarifs sur des produits américains. Donc, il y a un jeu de rapport de force qui se fait, puis c'est très bien. La question, j'ai l'impression, puis corrigez-moi si je me trompe, Trump, quand il dit que c'est quelqu'un qui fait des deals, que c'est un homme d'affaires, c'est comme ça qu'il... il n'est pas nécessairement dans le œil pour œil, dent pour dent, dans le sens c'est l'économie pour l'économie. Il mélange un peu tous les dossiers, dans le sens que si le Canada arrivait à se positionner comme un allié ou un partenaire crédible aux yeux des Américains sur d'autres sujets que l'économie, pourrait faire des concessions au niveau économique. Et là, vous avez évoqué la question notamment du financement du Canada dans l'OTAN. Là, je pense qu'on est à 1,28 de notre PIB au lieu du 2 minimum qui est requis pour être membre de l'OTAN, normalement.
Mais j'imagine qu'il y a d'autres choses. Le Canada, historiquement, s'est mouillé sur la scène internationale, mais ne se mouille plus depuis 25 ans. Il s'est mouillé, juste à voir les cimetières en Normandie pour voir qu'il y a des Canadiens qui se sont battus pour la liberté, aux côtés des Américains, pour les Européens, pour eux autres aussi, évidemment. Les casques bleus, c'est une création canadienne, Lester B. Pearson. Puis le Canada n'a jamais hésité à envoyer sa propre armée au nom des Nations Unies dans certaines parties du monde, notamment au Rwanda. Où le Canada a joué un rôle important. Parlons aussi de l'Afrique du Sud, le leadership d'un gars comme de notre ancien premier ministre Brian Mulroney, il a été là. Jean Chrétien, malgré son opposition à la guerre en Irak, a quand même envoyé des troupes canadiennes en Afghanistan. Mais là, le Canada, il a l'air d'être un peu mou. Hein? C'est-à-dire que quand les Américains ont besoin du Canada en Haïti, bon, on le fait, mais à reculons un petit peu, puis à rabais un petit peu. Quand on demande au Canada d'intervenir quelque part, on veut pas trop, on sait pas trop. Le Canada, est-ce qu'il est quelque part en Afrique? Zéro. Est-ce qu'il est quelque part en Amérique latine, auprès des Américains? Zéro. Est-ce qu'il est quelque part en Asie? Non, il est en conflit avec la Chine et en conflit avec l'Inde. Donc finalement, le narratif canadien sur la scène internationale n'est pas assez intéressant pour les États-Unis. Et mis à part peut-être pour une question de sécurité de frontières au nord, mais c'est ça. Ouais, alors peut-être que du côté d'Ottawa, on devrait faire preuve d'une plus grande ambition ou d'une ambition renouvelée sur la scène internationale pour montrer finalement qu'on a une voix, qu'on a une voix forte. Et peut-être que ça pourrait rassurer Donald Trump, lui montrer que oui, il y a des partenaires et que ce n'est pas les Américains qui doivent assumer la sécurité dans le monde, venir en aide à la veuve et l'orphelin, que les autres prennent leur part. Et il y a dans la relation Canada-États-Unis, il y a des irritants classiques et il y a des sujets de coopération classiques. Les irritants sur les questions commerciales, vous les connaissez, on les connaît tous. La question du bois d'œuvre, la question de la gestion de l'offre, ça va revenir sur le tapis parce qu'il va falloir renouveler. On va entamer les renégociations. J'appelle toujours l'ALENA 2.0 oui. Parce que le nouvel acronyme, je l'oublie tout le temps. USMCA en anglais. Voilà, merci. Trump va vouloir le renégocier en disant qu'il aura eu un meilleur accord, ce qu'il avait dit avec l'ALENA, qui n'avait pas fondamentalement changé. Il faudra jouer le jeu, et je pense qu'on peut très bien jouer le jeu avec le personnage. Mais il va y avoir ces tensions sur ces sujets qu'on connaît depuis au moins les années 90. Le bois d'œuvre, ça ne sera pas nouveau. La gestion de l'offre, ça ne sera pas nouveau. Il y a des questions aussi, des fois, d'incertitude dans la relation entre les deux, sur le sérieux du Canada en matière de sécurité, de gestion de la sécurité à la frontière, de la capacité du Canada à bien évaluer les dossiers d'immigration. Alors, c'est des perceptions qui sont souvent erronées, mais que Trump peut peut-être avoir, les républicains peuvent peut-être avoir, mais aussi des démocrates. Et ça, le Canada, notamment dans la foulée du 11 septembre 2001, a bien mis en place tout un appareil, peut-être pour resserrer la vis sur ces questions-là, mais surtout pour montrer aux Américains, on travaille en bonne intelligence. La coopération canado-américaine en matière de sécurité, elle se fait de façon très concrète, au jour le jour, et manifestement très, très efficace. Il va falloir rappeler ça. Parce que peut-être que Trump l'oublie ou peut-être qu'il ne regarde pas assez vers le nord, mais il y a un potentiel de coopération, même avec quelqu'un qui, à Washington, est un peu difficile à cerner et pas très gentil des fois. Une dernière question, parce que on se dirige peut-être vers des élections au Canada aussi, en regardant un peu l'image de la politique et l'image des politiciens aux États-Unis. Est-ce qu'on peut s'attendre à une vague similaire au Canada où, selon encore les sondages, ça a l'air que c'est le cas, mais l'influence de cette montée du conservatisme aux États-Unis avec un chef comme Donald Trump, l'impact que cela pourrait avoir au Canada et avec Poilièvre? Alors, c'est vous le spécialiste, je pense, plus de ces questions-là. Donc, vous posez une très bonne question. Donc, c'est une excellente question. 2 éléments de réponse, peut-être. Donald Trump, il a montré qu'il y a un manuel qui fonctionne.
Et on le voit déjà depuis quelque temps, ce n'est pas spécifique uniquement au Canada. Il y a des gens qui s'inspirent de ce manuel et qui espèrent connaître le même succès avec le même manuel. On verra ce que ça donne. Le deuxième élément, c'est que le résultat de cette élection, on l'a évoqué un petit peu au cours de la discussion, doit rappeler à beaucoup de gens ailleurs que les questions économiques, la lutte contre les inégalités sociales, c'est peut-être au cœur de cet attrait pour les mouvements populistes et que donc il faut le prendre au sérieux. On ne peut pas dire c'est du populisme, c'est pas bien, c'est des méchants et se reposer et ne pas travailler à présenter des propositions très concrètes pour lutter contre ces inégalités sociales. Et c'est peut-être l'enseignement à tirer. Et un dernier mot, le Canada aime se distinguer, aime être en contraste avec les États-Unis, je crois. Et peut-être que pour la scène politique canadienne, pour certains partis et un certain leader, c'est peut-être pas si mal que ça d'avoir Donald Trump au sud de la frontière. C'est peut-être l'espoir que cette personne-là j'imagine que vous savez à qui je fais référence, mais comme je suis pas spécialiste de politique canadienne, je m'arrêterai juste là. On va mettre un point là-dessus. Comme Salim a dit, on peut discuter pendant des heures encore sur ça, des sujets très intéressants. Un grand merci d'avoir pris le temps de venir de discuter avec nous. Je pense que notre auditoire va vraiment apprécier ça. Juste en conclusion, vous, peut-être les gens, pour vous suivre, qu'est-ce que vous faites de bon? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous et où est-ce qu'on peut venir vous suivre? On peut me suivre à ma chronique à Radio-Canada au 15-18, l'émission de Retour à la maison dans la grande région de Montréal. Avec l'élection de Trump, j'imagine qu'elle va peut-être durer. C'est un appel du pied peut-être. Il y en aura peut-être d'autres. Mais autrement, après, sur les réseaux sociaux, des fois, j'essaie d'être actif. Puis à la chaire Raoul Dandurand, il y a quand même toute une équipe qui travaille sur les États-Unis qui, je pense, donne des clés de compréhension et de lecture de ce qui s'y passe. Donc, suivez les gens de la chaire Raoul Dandurand. Et voilà, merci beaucoup tout le monde. On se voit la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode et peut-être un autre invité merveilleux, intéressant. Surprise. Surprise. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci Julien. Merci à vous. Au plaisir.